annonceurs. Donc c'est un outil de prospective pour les marques, c'est un moyen pour les marques de pouvoir s'inspirer et surtout d'avoir des retours sincères de consommatrices conso-actives, très engagées dans leur consommation. Pour elles, ça a du sens et pour les marques, ça a énormément d'intérêt aussi. Alors comment vous équilibrez? Comment vous gagnez de l'argent? Alors ça, c'est notre premier business model. Et le deuxième business model qu'on a, il est B2C. Là, c'est vis-à-vis de notre communauté. On a lancé ce qu'on appelle le Women Business Camp, toujours dans cette idée d'aider les femmes à oser. Et en fait, on propose des formations en ligne dédiées aux femmes sur plein de sujets différents. Alors là, on vient justement d'en lancer un sur l'entrepreneuriat, parce que c'est un peu le sujet qui me tient à cœur. Donc, je choisis des coachs. Un camp d'entrepreneuses? Oui, un vrai camp d'entrepreneuses avec toute la dynamique qu'il y a dessus et tout le côté collaboratif qui est vraiment la marque de fabrique très spécifique de mes bonnes copines. Je vous donne un exemple, on a eu 30 bonnes copines qui ont été dans un camp d'entraînement là. Ça dure 8 semaines. Vous remplissez une feuille de paye le plus vite possible? Alors, il y a plein d'autres choses quand on monte sa boîte à s'approprier. Mais emmener Michel dans le avec vous. Voilà, mais disons, il y a plein de sujets. L'idée, c'est de faire une immersion. Alors, c'est pendant une semaine. Chaque jour, elles vont recevoir une vidéo de la part de la coach. Elles ont un cahier d'exercices. Elles ont des challenges en commun à réaliser ensemble sur des forums. Donc, ça permet à des femmes qui sont partout en France de pouvoir se retrouver autour du même projet et s'entraider. Donc, il y a à la fois l'aspect collaboratif. Il y a un aspect descendant d'informations de la part de coachs qui sont des tueuses. Je les choisis. C'est Koh-Lanta, votre truc, monter une entreprise. Il y a un côté surtout équipe. Parce que le vrai frein des femmes dans l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les femmes elles sont moins de 30% dans les entrepreneurs, c'est la peur d'oser, c'est la peur d'y aller, et mon objectif à moi c'est de lever ces freins. Et donc ces formations c'est un vrai moyen, quand on dit on n'y va pas tout seul, vous allez être 30 par groupe de 30 à y aller ensemble, on se crée en plus un réseau de relations, donc c'est un vrai frein qu'on lève pour les femmes. Donc c'est un levier pour aider à l'entrepreneuriat. Ce que je comprends pas c'est qu'elles ont un vrai projet qui va ensuite mis en application. Tout à fait, oui, c'est des femmes. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait comme projet? Il y a tout type d'entreprise, ça va de la bonne copine qui a envie de créer une société où elle va garder des chiens, celle qui est coach en image. Alors, on est souvent sur des profils d'entreprise qui sont micro-entreprises, à la limite entre créer son job et créer une petite entreprise, mais qui sont déjà un pas vers cette indépendance et puis tous les kiffs de l'entrepreneuriat. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un bonheur de monter sa boîte, c'est donc de pouvoir leur offrir cette possibilité-là en se sentant rassuré d'y aller. Voilà, c'est un peu la mission de mes bonnes copines et c'est ça qui rentre de l'argent dans les caisses. Ça, c'est la partie business model. D'accord. Alors, comment vous avez eu l'idée au départ et comment vous voyez l'avenir? La question traditionnelle, comment vous voyez dans 10 ans? Au moins. En fait, moi, je vois l'entrepreneuriat comme un moyen de réaliser ses rêves, mais des rêves rentables pour qu'ils soient pérennes. En gros, c'est un peu ça ma philosophie. Quand j'étais gamine, je ne savais pas du tout que je serais entrepreneur. Ce que je savais, c'était que je rêvais de bosser avec des artistes. Donc j'ai débarqué à Paris, j'ai fait le CELSA, maîtrise d'art du spectacle. Puis à 22 ans, j'ai monté ma première boîte, voilà, la Tribu des créateurs, qui est une agence de direction de production artistique événementielle. J'ai appris mon job en le faisant, parce que je ne l'avais jamais fait avant. Donc voilà, je me suis créé mon réseau de relations comme ça. Et ça a très bien fonctionné. Et au bout d'une dizaine d'années, comme tout entrepreneur, on a envie de trouver une nouvelle idée. Voilà, j'étais en train de commencer à réfléchir, etc. J'ai eu 2 enfants en cours de route. Donc quand on est femme, entrepreneur, voilà, on accouche 2 jours après. En même temps, vous expliquez comment Ils ont un peu d'écart, on va dire. Et comme toute femme entrepreneur, on accouche 2 jours après, on est reparti. Enfin voilà, c'est encore une autre histoire. Et puis là, je me suis posée, je me suis dit, ok, j'ai envie de trouver une nouvelle idée de boîte. Mais cette fois-ci, comme j'avais eu des enfants, je pense que c'est un peu lié à ça, j'avais envie de trouver une idée qui participe un peu à la fourmilière du monde et qui impulse des choses dans le bon sens. Et moi, je crois beaucoup aux spirales vertueuses. Je ne crois pas forcément à la solidarité telle qu'elle, je crois à la solidarité intéressée. C'est-à-dire où on le fait parce qu'on a intérêt à le faire. Et donc j'ai essayé d'imaginer, voilà, tout ça se recoupe un petit peu quelque part, j'ai essayé de trouver une idée d'une mécanique de plateforme. En regardant autour de moi, je me suis rendu compte qu'avec les voisines, avec les mamans de l'école, avec les copines, il y avait une solidarité naturelle un peu de base, qui est due au fait qu'on vit des vies un peu bizarres. Toutes les femmes qui sont dans la salle tiraillées entre leur vie pro, leur vie perso, les enfants, le mari, parce que le mari prend la place aussi quand même, et puis un petit peu nous, et puis les copines. Et puis du fait, il y a une entraide qui existe réellement au quotidien, et qu'en lui donnant le pouvoir du web, qu'est-ce que ça pouvait faire? Le problème, c'est qu'à l'époque, j'avais même pas une page Facebook, c'était il y a 2 ans, donc je démarrais d'un petit peu loin. Et c'est pas grave, on trouve toujours. C'est là, moi, je m'entoure, donc j'ai trouvé le bon associé, qui est un homme d'ailleurs, qui est un expert en digital, consultant web depuis 15 ans, et puis on s'est associés tous les deux pour lancer l'histoire ensemble. Alors, quel est le principal obstacle que vous avez rencontré et auquel vous ne vous attendiez pas forcément? C'était pas ma première boîte, donc on va dire que voilà, il y a des obstacles que j'avais déjà eu. En fait, moi, Dans la première, alors,
qu'est-ce qui vous a surpris quand vous avez lancé? Vous attendiez un certain nombre de choses, et puis il y en a sûrement d'autres qui sont arrivées que vous n'attendiez pas. En fait, moi, j'ai pas vraiment intellectualisé avant de le faire. J'ai juste fait ce que j'avais envie de faire, donc je me suis pas dit, est-ce que j'ai jamais eu peur? J'ai pas peur, j'ai juste envie de vivre et de faire ce qui m'éclate dans la vie. Et je me lève le matin parce que ça m'excite d'aller au boulot. Donc voilà, et puis parce que ça marche, et puis parce que je vois qu'il y a des bonnes copines qui rentrent et qu'on signe des contrats. Enfin, pour moi, ça m'excite intellectuellement. Donc voilà, donc j'ai pas de peur particulière. Et c'est aussi ça que moi j'ai envie d'essayer de transmettre à toutes ces femmes via les formations, c'est que les oublier ces peurs. Ça se joue au tard. Si on a de la méthodologie, des mécaniques, on est bien entouré. On peut y aller. Donc, des freins, des peurs, non. Après, il y a toujours les problématiques financières. Est-ce qu'on va trouver des fonds? Comment ça se passe? Alors, c'est drôle parce que j'ai fait la version SARL où on rentre de l'argent et ensuite on le dépense. Et puis, j'ai fait la version start-up. Là, je suis en version start-up. Donc, on a levé des fonds en crowdfunding. Donc, c'est des autres logiques financières, intellectuelles, etc. Donc, c'est d'autres problématiques. En fait, moi, ce qui m'excite, c'est justement les problèmes. C'est d'apprendre. Enfin, l'excitation, je trouve, elle vient de là, du challenge et de... Ça, je ne l'ai pas fait. Quand je refais, ça m'amuse plus. Enfin, j'ai envie de nouveautés. Alors, il y a très très longtemps, à l'époque où j'ai travaillé dans un journal qui s'appelle L'Entreprise, on avait fait une étude sur les 30 000 premières entreprises françaises en comparant les résultats obtenus par les hommes et ceux obtenus par les femmes dirigeantes. Et on s'est aperçu que les entreprises dirigées par des femmes étaient en général plus rentables, mais moins croissantes. Enfin, elles grandissaient moins vite, sans doute parce qu'elles prenaient moins de risques. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont encore vraies? Est-ce que les femmes puisque vous rencontrez beaucoup d'entrepreneuses, ont une manière d'aborder l'entreprise, la création d'entreprise différente? Je ne peux pas généraliser parce que... Mais en tout cas, me concernant, moi, je suis complètement dans cette logique-là. Moi, je gère ma boîte comme une bonne mère de famille. Donc, par rapport à mon mari qui est également entrepreneur, lui, il va avoir tendance à être plus poker. Enfin, voilà, il va miser. Moi, j'arrive pas à dormir la nuit si je mise trop, enfin, si je suis pas complètement alignée avec ma prise de risque personnelle. Donc, je vais y aller plus petit à petit, pas à pas. Je suis dans une autre logique. Je vais plus avoir besoin. Mon frein, c'est plutôt. Donc là, c'est mon frein féminin. Je vais plutôt avoir besoin qu'un homme me dise, allez, vas-y, t'investis maintenant. Embauche, c'est pas grave. Et confiance, voilà. Alors que voilà, mes freins, ils seront peut-être plutôt là-dessus. Ouais, il faudrait mettre votre mari derrière tous les entrepreneurs de France. Pas tout. Non, parce que des fois, c'est un peu trop aussi. Il faut le juste milieu, quoi. Mais c'est vrai que moi, c'est le côté intéressant. C'est aussi pour ça que je suis en binôme avec un homme, d'ailleurs. C'est intéressant d'avoir les deux côtés des aspects-là. Alors, pour terminer, vous n'avez pas répondu à ma question sur voilà, quel projet dans 10 ans? J'aimerais bien qu'on soit aussi nombreuses que chez Viadeo. Ce serait un objectif qui serait... Heureusement que vous n'avez pas dit comme les centres Leclerc. Parce que... Non, évidemment, il y a tout un projet ambitieux. On va ouvrir à l'international à partir de 2016. Disons, pour l'instant, on est francophone. Donc là, on va passer en version anglophone. Oui, il y a tout un process, évidemment, il y a une ambition. Imaginez qu'il y ait 1 million de femmes qui puissent s'entraider. Le monde, on le change, quoi. Mais on le change. Et en plus, on crée du business pour tout le monde et on développe le business de toutes ces femmes, etc. Donc c'est une spirale vertueuse qui est bénéfique pour tout le monde. Bon, je crois qu'on peut applaudir. Je vous disais que c'était un bon optimisme. Quand on l'écoute, c'est vrai qu'on a envie d'être entrepreneur tout de suite. Alors, Dan Sarfati, vous êtes donc cofondateur et CEO de Viadeo, mais vous n'avez pas de micro, alors ça va être compliqué. Vous êtes sûr qu'il ne peut pas réussir à le... Tant pis, je vais m'allonger sur ma Vous voisine. changez de place avec France? Voilà. Et tous les problèmes se résolvent quand on est plusieurs. Alors, vous supervisez l'ensemble des activités opérationnelles de Viadeo au niveau mondial. L'idée, bon, je pourrais vous la raconter, mais je pense que je vais vous laisser la raconter. Vous êtes associé, vous expliquerez comment. Et vous avez réfléchi entre 2000 et 2004, le projet a vu le jour en 2004. Mais racontez-nous, je ne vais pas raconter à votre place, racontez-nous comment vous avez eu l'idée et comment elle a pris forme. Ça a commencé par une tromperie. Parce que moi, je travaille dans le vêtement. Et j'avais, entre 90 et 99, j'avais envie d'aller dans l'Internet. J'étais comme tout le monde, hein, je voyais ce qui se passait en 99-2000, c'était de la folie, tout le monde était dedans. Et donc je croise Thierry Lunati, qui est mon associé cofondateur, qui était dans Internet depuis 93. Donc il avait créé le premier moteur de recherche francophone, Locas. Ensuite il était cofondateur de Caramel. Il venait de vendre. Et donc on s'était dit, il m'avait dit, bah, viens, on va faire un truc ensemble si tu veux. Alors, il n'est pas du tout manager, hein, c'est l'ingénieur autiste. Il s'autodéfinit comme ça, hein, je ne me serais pas permis.
l'ingénieur autiste, qui me dit, moi, management, c'est pas mon truc, viens, on fait un truc ensemble. Et en réalité, on s'est lancé en 2000. C'est pas tant que le projet était en gestation de 2000 à 2004, c'est qu'on s'est lancé sur un truc qui avait rien à voir avec Internet et qui nous avait fait craquer tous les deux. Et c'était un projet de private equity, un fonds d'investissement donc, mais qu'on avait défini, c'était un fonds de capital risque sans capital et sans risque. Expliquez-nous ça. Intellectuellement, c'était très sympa. En fait, c'était un fonds dans lequel on allait voir des entrepreneurs. Je crois d'ailleurs qu'à l'époque, on s'était croisé là-dessus, Pierre. Hein, c'était le début de Price Minister. Je n'étais pas rentré dedans, mais de la dire que je n'avais pas cru, alors, il y avait une bonne discussion. C'est ça, on avait convaincu pas mal d'entrepreneurs. En fait, l'idée, c'était tout simplement de proposer à des entrepreneurs de mutualiser une partie de leur capital entre eux. Donc, ils avaient des actions de leur propre entreprise, et on venait les voir en leur disant, ben voilà, on vous propose de mettre un petit peu de vos actions dans un pot commun. Nous, on valorise les actions que vous amenez, on valorise donc le pot commun, et vous récupérez en contrepartie des actions de ce pot commun. Donc, en quelque sorte, vous échangez des actions de votre entreprise, un petit bout, bien sûr, des actions de votre entreprise avec des actions d'autres entrepreneurs. Et ça a super bien marché. On a lancé ce truc-là, ça existe toujours d'ailleurs, hein, il doit y avoir 400 ou 500 entreprises dedans. On a fait un TRI de 30 ou 35, donc un taux de retour sur investissement de 30 ou 35% par an, selon les années. C'est un truc qui a très très bien marché, qu'on avait très mal vendu au début, parce qu'on vendait ça comme un outil de mutualisation, un outil d'assurance. Je crois que c'était là qu'on avait vu Pierre. C'est pour ça que je n'étais pas venu. Ouais, c'est ça. On vendait ça, et après on a compris. Et parce que je m'étais dit, en fait, les gens qui vont venir, c'est ceux qui croient moins en leur boîte que les autres, et donc on va récupérer un panier de losers. Et je m'étais dit, exactement. Et c'était manifestement, tu as changé de pitch après, parce que tu as fait 35% sinon. C'est ça. On a changé de pitch parce qu'on se rendait compte qu'effectivement, les gens qui venaient, c'est ceux qui me disaient, bon, on se revoit au tribunal de commerce dans un mois. Donc je veux bien mutualiser mes actions avec les autres. Et en fait, on a changé le pitch, et c'est ça la jeunesse de Viadeo. On a changé le pitch, et vous parliez de réseau tout à l'heure, en disant, vous venez, mais la façon dont vous adhérez en fait à un club d'entrepreneurs dans lequel vous allez tous être associés les uns chez les autres. Et là, la proposition de valeur devenait complètement différente. C'était de dire, venez, on fait tous partie d'un club, et comme on est tous associés les uns aux autres, on a tout intérêt à bosser ensemble. Donc toi, tu vends des fournitures de bureau, moi je fais je sais pas quoi. Bon, voilà. Et du coup, c'est comme ça que ça. Et à coopter les meilleurs aussi. Et à coopter les meilleurs. Faire venir ceux en qui on a confiance, puisqu'on met son argent. Tout à fait. Et la deuxième idée qu'on a eue, c'était, on a dit, c'est plus nous qui décidons qui rentre. C'est vous qui êtes membre du club, qui votez à chaque fois. Et donc, du coup, c'était forcément très vertueux, parce que par définition, on acceptait de faire rentrer quelqu'un, donc de se diluer avec quelqu'un qui avait a priori une valeur supérieure à la nôtre. Voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. Et je disais jeunesse de Viadeo, parce que l'idée est venue de là. En réalité, on organisait du coup notre job, il y avait tout un côté financier, de valorisation qui était assez marrant. Et puis il y avait un côté club. On organisait des conférences, des petits déjeuners, des choses comme ça. Et on se rendait compte qu'au cours de ces réunions, il y avait, je simplifie un petit peu, je caricature forcément, mais les entrepreneurs parlaient de deux choses. La première, c'est qu'est-ce que je t'achète ou qu'est-ce que je te vends. Et le deuxième, c'était qui tu connais. T'as pas un contact chez Leclerc, t'as pas un contact chez Microsoft, t'as pas un contact machin, etc. Et du coup, on avait pensé, et c'est ça Viadeo aujourd'hui, enfin, c'était l'origine de Viadeo et c'est devenu effectivement 9 millions de membres en France, mais à l'époque, c'était un outil pour les entrepreneurs du club dans lequel chacun pouvait uploader son carnet d'adresse, et puis nous, on mettait un petit moteur de recherche de manière à ce qu'au lieu de se dire individuellement, tu connais quelqu'un chez Microsoft, tu connais quelqu'un chez Microsoft, eh bien on pouvait, avec un petit moteur de recherche sur un intranet sécurisé pour 300 personnes, dire, eh ben, tiens, je tape Microsoft et je regarde s'il n'y a personne de Microsoft dans le carnet d'adresse d'un des membres du club. Et pendant qu'on travaille là-dessus, mon associé, donc le fameux ingénieur autiste, il disparaît de la circulation pendant 15 jours. Mais vraiment, j'aurais pas lui parler, il est plus au téléphone, j'appelle sa femme, il dit, écoute, il est enfermé dans sa chambre, laisse tomber, il parle à personne. Et il se disait, à ce moment-là, il est revenu me voir au bout des 15 jours en me disant, mais on est complètement fou, on est en train de faire un truc pour un club de 300 personnes, pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas les gens qui sont dans les carnets d'adresse de nos membres, pourquoi est-ce qu'on ne leur indique pas qu'eux-mêmes, ils font partie aussi d'un club qui est un peu plus large, et puis ainsi de suite, et puis chacun va inviter son carnet d'adresse et on va se retrouver avec donc le réseau social. Il n'y avait pas encore Facebook à l'époque, hein, c'était vraiment tout début. On a cherché un petit peu,
on a un concurrent américain que vous connaissez peut-être, au nom imprononçable, qui s'était lancé en fait il y a déjà 1 an et demi avant aux États-Unis. Voilà, et c'est comme ça qu'il est venu l'idée de vidéo. Alors, même question qu'à vos prédécesseurs. Quels obstacles avez-vous rencontrés? Comment vous les avez surmontés? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? L'obstacle, c'est le concurrent américain dont je parlais tout à l'heure, au nom imprononçable. C'est quand même un petit obstacle. Non, plus sérieusement, on a eu... ça a été, en tout cas moi, de mes expériences entrepreneuriales, et j'ai fait que ça dans ma vie, être entrepreneur. J'ai jamais travaillé en tant que salarié. J'ai jamais eu de départ aussi facile. Et cela dit sans aucune prétention, parce que je ne saurais pas bien expliquer pourquoi. Hein. C'est une alchimie de plein de choses qui se passent. Jamais eu de départ aussi facile. On a créé en 2000, donc on a fait le spin-off en 2005, on a créé 2005 Vidéo, enfin Viaduc à l'époque, hein, certains j'imagine le connaissaient, oui. Viaduc, ça a grandi super vite. Il y avait plein de concurrents d'ailleurs à l'époque. Il y avait Piwi, il y avait Mon Réseau, enfin c'est des noms qui vous disent plus rien, mais on n'était pas les seuls en France à se lancer, LinkedIn bien sûr. Et de 2005 à 2010, ça a grossi de manière phénoménale, c'était génial, il s'agissait juste de gérer la croissance. Et je pense que là où ça a commencé à devenir un peu plus compliqué, ça a été, enfin nous en tout cas ce qu'on a compliqué, c'était le développement international. Lorsque en 2008 on a racheté le leader chinois, ça s'est très bien passé, puis on a racheté un... Qui s'appelle comment? Tianji. C'est plus prononçable que LinkedIn? Ah bah quand même, en chinois surtout, oui. En chinois ça va. On l'a racheté, il faisait 1 million de membres, il était leader, mais enfin je veux dire, leader avec 1 million de membres en Chine, c'était pas énorme. Il y a 600 millions d'internautes en Chine aujourd'hui. Et aujourd'hui on est un peu plus de 20 millions d'utilisateurs en Chine, on est toujours le numéro 1 et de loin. Donc ça c'était une super aventure. Et puis d'autre côté, on a eu qui sont moins bien passés, on a racheté une boîte en Inde. On l'a fermé il y a 1 an, on a tenté de l'Amérique latine. Et ça, je crois que ça a été pour nous une vraie leçon, enfin, comme toujours, les échecs. Ça a été une vraie leçon parce que c'est là où on a compris qu'on ne pouvait pas se battre face à un concurrent qui avait en gros 10 fois plus d'argent que nous tout le temps. Quand nous, on avait levé 20 millions d'euros, il y en avait 200 et ainsi de suite. On ne pouvait pas se battre, à l'international en tout cas, de la même manière. Et du coup, c'est là qu'on a mis en place notre stratégie qu'on appelle la HSBC stratégie. Vous savez, on voit ça partout dans l'aéroport, The World's Local Bank, HSBC. Bon, ben nous, c'est The World's Local PSN. Donc, on est le réseau social pro local dans chaque pays. Et être local, ça veut dire comprendre la façon dont les gens fonctionnent localement en termes de réseautage professionnel. L'exemple que j'aime bien, c'est celui de la carte de visite. Si vous êtes déjà allé en Chine, vous verrez qu'on donne la carte de visite à 2 mains. Aux États-Unis, on la jette sur la table. Et en France, on l'oublie souvent. Mais ça se traduit en ligne. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Et avec plus ou moins de succès, c'est ça qui est difficile en fait. Et je pense que c'est la difficulté majeure à laquelle on a été confronté, c'est celle-là. Aujourd'hui, voilà, avec la Chine, l'Afrique et la Russie, on a l'impression qu'on commence à comprendre à peu près bien comment marche le modèle local dans des zones autres que la France. Est-ce que vous gagnez de l'argent? En France, oui. Et par contre, on investit encore énormément dans les pays émergents, et en particulier en Chine. Et votre perspective à 10 ans, vous aussi? Pour aller 3 ans. C'est plus facile à 3 ans. Non, mais j'allais dire, après le catho breton, le juif marocain dira Dieu est grand. À 10 ans, je sais pas. Je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'on a fait... c'est une aventure magique, Viadeo. En tout cas, moi, c'était sans doute le rêve non exprimé que je pouvais avoir quand j'avais envie de devenir entrepreneur. Il y a tout, il y a la croissance phénoménale, il y a l'international, il y a un métier qui change tous les jours, des concurrents qui arrivent de partout, des nouvelles idées à avoir. C'est juste fantastique. On s'est coté en bourse là cet été, donc pour un entrepreneur, c'est quand même souvent la réalisation d'un autre rêve. Et pourtant, j'en ai pas marre. Non, j'en ai pas marre. Pourtant, je peux me lasser assez vite. Et là, j'en ai pas marre du tout. Et du coup, je ne sais pas où on sera dans 10 ans, mais il y a des chances que, je ne sais pas, plus là, mais que je sois encore à cette conférence en tant que patron Viadeo, parce que c'est vraiment génial.
vous serez à cette conférence, mais en tant que patron d'une autre start-up qui viendra de démarrer. Allez, bravo, en tout cas, vous n'avez pas la grosse tête. Alors, on va passer à l'autre moitié de la table, mais je ne voudrais pas que ceux qui sont à ma gauche se laissent aller et n'écoutent pas, parce que je vais vous demander à la fin, quand on aura fait le tour de table, je vais demander à chacun d'entre vous de poser une question à l'un des autres. Il fallait le dire au début, là. Ah non, mais c'est... vous avez de la chance. Vous avez le temps d'écouter maintenant les autres. Alors, Pierre Kosciusko-Morizet, donc, vous êtes cofondateur, président du comité stratégique d'Isaïe, cofondateur et président de Kernel Investissement et cofondateur et ancien PDG de Price Minister, Rakuten, puisque vous avez vendu. Vous êtes diplômé d'HEC, spécialisation entrepreneur. Je le précise, je trouve que c'est un bon début parce que comme j'y étais aussi. Voilà. J'étais en Bretagne, par contre, j'ai pas été. Alors. Oh là là, désolé. Bon là, j'aurais peut-être pas dû le faire remarquer. Vous êtes parti aux États-Unis avec votre diplôme pour travailler au sein du département marketing et finance de Capital One jusqu'en août 2000. Vous avez géré une équipe de 60 analystes. Enfin bref, vous avez été un cadre supérieur dans une boîte. Pendant un an. Pendant un an seulement. J'ai un peu compté les jours. J'ai un peu compté les jours, mais on peut en parler après si vous voulez. Et puis aux États-Unis, vous avez découvert le site d'achat-vente sur Internet, alf.com. Voilà, et tout commence là. Oui. Oui. Vous démissionnez ? J'avais monté une boîte avant en fait. J'avais monté une boîte pendant ma dernière année d'école qui faisait un système qui n'a pas fonctionné techniquement, mais maintenant la techno le permet. C'était un système qui permettait de compter les gens qui rentraient ou qui sortaient d'un espace donné. Et ça servait dans les centres commerciaux, dans les hypermarchés, anticiper le nombre de caisses à ouvrir ou à fermer, ce genre de choses. Et c'est en train de marcher, c'est assez marrant. Alors pas cette boîte-là, parce que je l'ai fermée au bout d'un an, mais il y a plein de boîtes qui font ça maintenant, à la fois en traquant les téléphones, enfin les puces dans les téléphones, en fait le code Wi-Fi des téléphones, et puis en faisant de l'analyse d'images depuis les téléphones. C'est assez marrant, en tout cas pour moi, de voir qu'une idée que j'avais pas eue, que j'avais repris, finalement 15 ans après, fonctionne parce que la technologie est arrivée. D'accord, donc vous avez créé déjà une boîte, mais c'est en voyant alf.com que vous avez eu l'idée de revenir en France, créer une start-up. Ouais, en fait, quand j'étais petit, je voulais voler. Donc, voler comme ça ou voler comme ça. Non, comme ça. D'accord. J'aime bien je voulais ça. pas du tout. Dans ma famille, on avait plutôt les autres faisaient plutôt d'autres choses, d'autres métiers. Et donc, la création d'entreprise, ça m'est venu en fait en dernière année, dans un stage en fait que j'ai fait entre ma deuxième et ma troisième année d'HEC. Je me suis rendu compte que ça avait l'air sympa. Et donc voilà. Et après, finalement, j'ai travaillé pendant un an aux États-Unis, mais j'avais envie de remonter une boîte. D'accord. Vous n'avez pas envie de faire de politique comme votre soeur, votre père, plein d'autres dans la famille? Et plein d'autres gens. Non, pas du tout. C'est pas du tout mon truc. Moi, je suis quelqu'un de très concret, très opérationnel. Et j'aime pas du tout. Et la ministre c'est parti, donc on peut y aller. Et donc, parce qu'à part ma soeur, peu de politiques sont concrets, opérationnels. Et donc voilà, moi j'ai envie d'avoir un impact direct, de voir un impact direct de ce que je fais et de passer beaucoup de temps à l'accomplissement de ma mission. Et je trouve qu'en politique, on passe trop de temps à éviter les balles que les autres tirent. Mais j'ai découvert, la création d'entreprise, c'est une idée que je ne savais même pas que ça existait. J'ai découvert ça vraiment à 20 ans. Quoi. Et quand j'ai découvert ce truc, je me dis, mais vraiment, ça a l'air bien. Et donc après, c'était... Alors, donc vous êtes revenu en France. Et vous avez créé Price Minister. Oui, en fait, j'ai eu l'idée de Price Minister aux États-Unis. Enfin, j'ai trouvé l'idée, c'était une boîte qui s'était lancée, qui s'appelait alf.com. Et puis j'ai démissionné en 2 semaines et je suis rentré en France pour monter Price. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez trouvé l'argent? Vous voulez que je raconte les débuts comme ça? Oui. D'accord, très bien. Oui, parce que tous les gens qui sont là dans la salle, ils sont sans doute à leur début aussi, s'ils viennent vous écouter. Oui, parce qu'en fait, alors... D'accord, je vais le faire rapide, puis après je vais parler du deuxième début, parce que c'est plus marrant, parce que je suis en train de recréer une boîte, donc je me sens plus dans le début de maintenant que dans le début d'il y a 15 ans. Mais en gros, je suis rentré, j'avais 23 ans, je suis rentré en France, et puis je suis allé trouver des associés, parce que dans ma première boîte, j'étais le seul opérationnel, j'avais trouvé que c'était pas très marrant, et puis pas très efficace, puisque j'étais pas bon dans grand-chose, enfin j'avais eu l'idée, mais je ne savais pas faire du marketing, je ne savais pas faire... du commercial, de la finance, etc. Je savais un petit peu de tout, mais pas beaucoup. Donc je suis allé chercher 4 associés, 4 cofondateurs, donc on s'est retrouvé à 5. Et puis on a eu la chance de trouver un peu comme Dan pour Viadeo,
on est tombé sur un modèle à effet de réseau, un modèle où à un moment, quand il y a du bouche-à-oreille positif, plus vous êtes gros, plus le service est bon. Et l'achat-vente, c'est comme ça, c'est vrai. Donc pour Price Minister, c'est vrai aussi de la petite annonce, c'est vrai de pas mal de modèles internet, où en gros, comme vous fonctionnez en réseau, toute nouvelle personne qui arrive sur le réseau augmente la valeur du réseau, puisque la valeur du réseau, elle est proportionnelle au nombre de connexions qu'il y a dedans, même au carré du nombre de connexions pour ceux qui aiment les maths. Et donc en fait, Price Minister, ça a été ça. Pendant 6 mois, il ne s'est rien passé. Au bout de 6 mois, ça a commencé à grossir. Et puis on est rentré dans une croissance de 30% d'un mois sur l'autre. Ça veut dire qu'on doublait tous les 2 mois et demi, comme ça pendant 2 ans, et puis après plutôt 30% d'une année sur l'autre. Et encore en ce moment, en fait, bon, j'y suis plus, mais Price Minister grossit encore de 40% d'une année sur l'autre. Donc c'est une boîte qui continue à bien fonctionner. C'est une satisfaction aussi quand on vend une boîte, de la vendre dans de bonnes conditions, de savoir qu'elle continue bien après. Donc voilà, après ça s'est développé gentiment. On a voulu aller en bourse en 2008. On n'a pas eu le bon timing, parce que c'était en avril 2008. Donc ça a été chaud. Donc on est sorti de la bourse. On n'est pas sorti, on n'est pas rentré. Juste à quelques jours. Là, on a failli être racheté. Et puis il y a quelques jours avant de signer le chèque, les acquéreurs n'ont pas signé le chèque, ils ne sont pas venus au rendez-vous. Enfin non, ils ont appelé avant quand même. Ils ne viennent pas. Et on s'est dit, qu'à cela ne tienne, on part pour un tour. Et puis on a eu la chance de racheter, d'avoir des investisseurs qui voulaient vendre. Donc on a pris beaucoup d'aides, racheté beaucoup d'actions à nos investisseurs. Et puis en 2010, on est allé au Japon faire un karaoké et on a rencontré Hiroshi Mikitani, patron du groupe Rakuten. Alors on est allé pour le voir, on l'a pas rencontré dans le karaoké. Mais c'est dans le karaoké qu'il nous a dit qu'il voulait nous racheter la société. Et ça s'est fait en 1 mois et demi, en fait, ça s'est fait très très vite. Et je suis resté 4 ans. Voilà, vous êtes resté quand même comme... Oui, on avait un deal, je devais rester 5 ans. Et puis, bon, j'avoue qu'au bout de 4 ans, j'en avais un peu fait le tour. Et comme on avait des résultats au-dessus des prévisions, ils m'ont relâché et ils m'ont rendu mon passeport. Et entre-temps, j'étais... Et un peu plus que ça, sans doute. Et un peu d'argent aussi. Et entre-temps, j'étais devenu patron Europe de Rakuten, donc j'ai appris aussi à la vie d'un grand groupe, dans un mode particulier, parce que patron Europe, une boîte japonaise, avec la plupart des dirigeants qui sont à Tokyo, on est quand même assez autonome. Alors juste pour boucler la boucle, en parallèle, depuis 4 ans, j'ai fait une 50aine d'investissements avec le fonds Isaïe et puis aussi en direct. J'adore les investissements, mais je me suis réveillé il y a quelques mois en me disant que je m'emmerdais. Et donc, pas quand je vois mes investissements, qui sont que des gens géniaux, mais parce que c'est vrai que c'est sympa d'être investisseur, mais que il me manquait le truc qui faisait que quand je me réveille le matin, j'avais envie d'engouffrer, de changer le monde, etc. Et donc, je me suis rendu compte que ce qu'il fallait que je fasse, c'était que je recrée une entreprise. Et depuis que j'ai pris cette décision, je me lève encore plus vite le matin. Je me lève déjà assez vite, mais voilà, c'est vraiment une grosse énergie, donc c'est génial. Alors, cette nouvelle entreprise? Alors, je ne sais pas ce que c'est. J'ai juste pris la décision. Et donc, je suis dans cette phase assez curieuse où on est impatient de passer à l'étape d'après, mais en même temps, il faut essayer de profiter de l'étape en cours, parce que c'est quand même sympa de chercher des idées. Donc, j'ai déjà des bureaux. Comme ça, je paye un loyer tous les mois. Ça m'oblige à... Oui, c'est vrai. Non, mais ça m'oblige à trouver un truc. J'ai une assistante aussi, ça, voilà, il faut la payer. Et j'ai même un associé, puisqu'on est 2. Il y a mon DG de Price qui m'a suivi, donc on a tout ce qu'il faut juste une idée. Vous avez des pistes quand même. Vous en avez. Vous avez des pistes quand même, j'imagine. Alors franchement, c'est forcément lié à Internet. Pas forcément. Non, j'ai des pistes parce que en tant qu'investisseur, je vois plein de dossiers, donc forcément, ça me donne des idées, puis je discute avec mais vous n'allez pas prendre les idées des autres. Non, mais bien sûr. Rassurez-moi, parce que pour Isaïe, sinon personne ne va venir vous voir. Ça c'est clair. Non, mais en revanche, je vois les tendances, je vois ce qui se passe, et puis bon, de toute façon, ça m'intéresse, ça m'a toujours intéressé la création d'entreprise. Donc les idées, on en a plein. Après, trouver une idée, évidemment, je veux pas refaire la même chose. Et comme Price Minister, c'était pas mal, je veux faire mieux. Mais donc voilà, c'est assez ambitieux. Donc j'ai envie de faire une boîte qui devienne très grosse, très globale, très vite. Très facile. Oui, c'est une jolie définition. Et qui soit aussi utile. Je veux une boîte qui soit utile pour les gens. Donc ça fait pas mal de cases à cocher. Et donc j'ai fait un grand tableau en regardant les défis que l'humanité a relevés dans les 30 ou 50 années qui viennent. Et je regarde une boîte qui pourrait aider. Du genre l'eau, l'alimentation, le vieillissement de la population, les migrations de population, plein de choses. Voilà. C'est intellectuellement intéressant. C'est pas complètement facile de partir d'une idée comme ça en l'air et d'arriver à un business. Mais vous allez arriver à une caisse de retraite là. Il y a des trucs, mais non, il y a des trucs sympas à faire. Le vieillissement de la population, c'est un des énormes enjeux qu'on a en face.
Le renouvellement de la classe politique, Ah oui. je ne sais pas si ça se monétise bien, parce que je voudrais faire une ONG, pas une entreprise, pas une ONG. Mais pourquoi pas. Bon, il faudra quand même que vous posiez une autre question tout à l'heure. Hein. Vous avez outrepassé. Je pense qu'il ne manque pas de questions à poser. Donc quand même, juste pour finir, dans Isaïe, vous avez dit 80 participations, c'est ça? 13. Alors non, Isaïe, on est 80 investisseurs. 80 investisseurs, oui. Je suis toujours très actif dans Isaïe et d'ailleurs... Dans quoi vous avez investi? C'est le sens de ma question. Alors dans quoi Isaïe investit? Alors, je ne vais pas faire la liste. La boîte la plus visible dans laquelle on est investi, c'est Blablacar. C'était notre premier investissement historiquement. On a plusieurs autres boîtes qui marchent très très bien, mais quelque part Blablacar étant la première dans laquelle on a investi, c'est celle qui a grossi le plus vite, enfin qui est la plus grosse aujourd'hui et puis aussi qui a grossi le plus vite d'ailleurs. C'est un énorme succès. Ils sont dans 13 pays, des nouvelles à Turquie vendredi dernier, plus de 10 millions de membres, et ça transporte 2 millions de personnes par mois. Donc c'est une boîte très 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 impressionnante. Voilà, très fier d'être actionnaire de cette boîte et en plus au board. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a Evaneos qui organise des voyages sur mesure dans le monde entier. Il y a Shopmium qui fait des tickets de réduction sur qui aide les distributeurs, les marques à gérer leurs tickets de réduction en prenant des photos en fait des tickets de caisse. Par exemple chez Leclerc sûrement. On a moi je vais pas tous les Botica qui vend des accessoires de mode, pas mal de. Vous n'êtes pas dans le bon coin. On n'est pas dans le bon coin. Alors le bon coin. C'est pas une idée que vous regrettez pas d'avoir eu, que vous regrettez de ne pas avoir eu. C'est une idée que je regrette de ne pas avoir exécuté parce qu'on l'avait eu. Wow. Mais les idées appartiennent. Alors moi je rejoins Michel-Édouard Leclerc sur le fait que tout part d'une idée et en même temps évidemment les idées elles appartiennent à ceux qui les réalisent. Vous êtes sûrement d'accord avec moi. Et voilà, le bon coin c'est une idée que j'ai eue mais que j'ai pas réalisée donc c'est la vie. Mais en plus, mon associé me disait que c'était bien, et moi j'ai dit non, je ne crois pas trop à ce truc-là, parce que c'est très local, et en France, on est trop parisien, et donc ça risque de moins bien marcher qu'aux États-Unis. Je me suis trompé. Après, on ne peut pas tout faire non plus, c'était en 2004, on était très occupé à Pricing List. Mais souvent, les idées dans Internet, plein de gens les ont. Notamment parce qu'aujourd'hui, l'information circule tellement vite. Il y a tellement de gens qui passent leur temps à chercher des idées, à regarder ce qui se fait dans les autres pays. C'est vraiment l'exécution qui fait la différence. Et en même temps, comme Price Minister, c'était une idée que j'ai prise aux États-Unis. Ce que je cherche pour ma nouvelle boîte, c'est justement créer une idée, avoir une idée unique. Et ça c'est dur. Parce que prendre une idée, la reproduire dans un autre pays, quand on a les moyens, le réseau, la connaissance de l'Internet, c'est facile, mais c'est vraiment faisable. Trouver une idée from scratch, c'est plus difficile. Donc c'est le challenge. Et pour aller dans le sens que vous disiez tout à l'heure, très souvent, ce n'est pas l'inventeur qui gagne le jackpot, mais souvent le suiveur, celui qui améliore le... Regardez Apple, par exemple, il n'était pas souvent à l'origine de ce qui avait fait succès. Il n'a pas inventé le premier ordi, il n'a pas inventé le premier téléphone portable, pas le premier baladeur. Oui, c'était vrai jusqu'à l'iPhone. Ils ont tellement amélioré. C'est quand même un truc assez incroyable. Il y avait quand même des apps, etc. Il y avait quand même des smartphones. Ouais, le système des apps comme ça, je crois que c'est quand même vraiment avec l'App Store. Mais bon, cela dit... je ne sais pas ce que vous en pensez sur le... Voilà, vilain suiveur, innovateur. Moi, je pense que ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut changer le monde, il faut avoir une idée. Enfin, on peut changer le monde en exécutant, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça plus intéressant, plus amusant, de partir d'une idée vraiment qu'on a soi-même et de la développer. Après, si l'idée, c'est plus dans la logique vraiment si on est plus dans le développement que dans la création, prendre une idée que des autres ont eue et ont mal exécutée, il y a énormément de choses à faire. Et c'est vrai de plein de choses. Je veux dire, je sais pas pourquoi ça me vient en tête, les boulangeries Paul, c'est un succès, il n'a pas inventé la boulangerie. Et honnêtement, je veux dire, c'est pas super unique, Paul. Je veux dire, c'est correct, voilà, c'est pas bon. Et pourtant, c'est un énorme succès. C'est vrai d'énormément de choses. Et donc, c'est ça qui est fabuleux dans la classe entreprise, c'est qu'on n'est pas non plus obligé d'être créatif. Il faut en revanche toujours être un très bon exécutant, être dans le détail, savoir gérer une équipe, savoir les motiver. Et ça, c'est un truc que tous les entrepreneurs doivent avoir. L'idée, au fond, on peut la reprendre. C'est moins amusant, je trouve, mais on peut la reprendre. Qu'en pensent mes voisins sur le dilemme innovateur-suiveur qui empoche le jackpot? Non, je pense qu'il n'y a pas de règle, mais je trouve que c'est important devant une assemblée d'entrepreneurs, micro ou pas d'ailleurs, de bien garder ça en tête. Je trouve qu'effectivement, c'est important d'avoir une idée, mais moi je suis entouré de gens qui me disent mais oulala, je ne peux pas être entrepreneur parce que je n'ai pas d'idée. Ça, j'y crois pas une seconde. Je pense que c'est super important. Vous le disiez tout à l'heure. Moi, il y a un autre élément que je rajouterais, c'est l'envie.
connais plein de gens qui sont devenus entrepreneurs juste parce qu'ils en avaient envie. Et je ne sais pas si c'est plus marrant, je ne suis pas sûr d'être d'accord complètement avec toi. Tu vois, j'imagine que le fondateur d'Uber, il n'a rien inventé, le mec d'Uber ou des chauffeurs privés. Il a inventé le concept Uber quand même. Il n'a pas inventé les taxis, mais... C'est ça, il n'a pas inventé le taxi. Les chauffeurs privés, ils n'ont pas inventé le chauffeur. Je veux dire, c'est une boîte de taxi. Les chauffeurs privés, moi je trouve ça moins marrant qu'Uber. Ouais, Uber, ils changent le monde, ils valent 20 milliards et ils sont en train... Uber, c'est un truc quand même incroyable. C'est-à-dire que dans plein de villes du monde, maintenant, tu arrives et tu peux choper un taxi. Avant, tu arrivais à Paris, tu n'avais pas de taxi, il fallait être membre de club à faire, c'était un truc de Nanty, le taxi. Maintenant, tu peux en avoir partout, c'est quand même incroyable. Ok, alors, moi je trouve qu'Uber, c'est de l'exécution. Tu vois, c'est pas une nouvelle idée. Il y a des taxis, il y a des chauffeurs, tu arrives, avant t'appelais 36 machin, et maintenant tu prends ton appli, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça c'est du... Et ce que je veux dire en tout cas, c'est que si l'envie est là, n'attendez pas l'idée géniale, quoi. N'attendez pas l'idée géniale, si vous avez envie de vous lancer, moi j'en connais plein des gens, et après il y en a des suiveurs qui cartonnent, et puis Non mais je suis d'accord, c'est une question d'envie, je suis d'accord. C'est une question de... C'est un truc, à un moment tu te lèves un matin et tu te rends compte qu'il faut que tu montes une boîte. Je suis hyper d'accord avec ça. Ouais. Michel-Édouard ? En fait, il n'y a pas un modèle. Chacun poursuit sa baleine blanche. Il y a des gens qui ont une idée qui veulent la réaliser, il y en a d'autres qui veulent gagner de l'argent, il y en a d'autres qui veulent être à travers un projet, et puis il y en a d'autres, moi je me sens assez proche de bière, j'ai la même mégalomanie, j'ai envie de transformer le monde, donc je lis mon Attali, je lis les rapports du FMI ou autrefois de la Rand Corporation, et puis ça m'a motivé, je dis tiens là il y a un truc à faire. Mais n'oubliez pas, si on sort un peu de nos propres discours et qu'on regarde le monde de l'art, etc., Picasso revendique de revisiter les maîtres par période, Velázquez, Déjeuner sur l'herbe, etc. Donc il n'y a pas une voie unique. Ce qui fait la réussite de l'entreprise, c'est l'adéquation entre la réalisation et son propre projet. Il y a des gens qui n'ont rêvé que de gagner du pognon. Il y en a d'autres qui rêvaient d'être boulanger d'une manière plus industrielle. Ça, ils ont fait Paul qui est super, quoi. Aujourd'hui, vous voyez fleurir partout des boutiques de macarons. Ils n'ont pas inventé le macaron, ils réinventent une offre, ils la rendent disponible. Il y a plein de portes d'entrée dans l'entreprise, de ce que vous dites et de votre jovialité, de votre enthousiasme. Je crois que c'est important. Ce qui est gratifiant, c'est de réaliser, c'est la réalisation par rapport au projet qu'on s'est donné. Ça peut être un petit projet, ça peut être un méga projet. L'important, c'est de les réaliser. Et après, il y a des gens qui ont besoin pour se motiver de donner un sens. On dira qu'ils sont mégalos, daliniens, Dali, ou je sais pas. Moi, je suis assez mégalo. Et ça me porte. Je suis un peu exalté. Vous aviez l'air assez... Vous avez fumé la moquette aussi. Mais je crois à ça. C'est chaque... Et puis, quand on aime la musique, on peut faire du pop, du rap et de l'orchestration. Et quand on aime la bande dessinée, vous qui les collectionnez, on n'a pas envie d'être dessinateur? Non. D'abord, j'ai une passion exclusive pour la bande dessinée, surtout la littérature qui m'a fasciné, parce que dans la littérature, les personnages sont libres. Quand j'étais en Sciences Éco, on m'enseignait des modèles, des référents, tout était codifié. Dans la littérature, il y a des millions de personnages, c'est la vraie vie, revisitée avec des angles de vue différents. Et là, vous apprenez à travailler justement avec d'autres, indépendamment, même s'ils ne rentrent pas dans la case. Vous savez, profiter ou vivre avec la richesse des caractères des autres. Ça, pour moi, la littérature, c'est vraiment un vivier d'idées, et c'est un vivier surtout de caractères. On apprend à vivre. La BD, j'aime beaucoup le graphisme. Les images me déclenchent des idées, autant que les livres. Il faut lire les BD. Mais il y en a des bonnes, il n'y en a pas bonnes. Bon, en tout cas, on applaudit Pierre pour son témoignage. Et à côté de lui, Véronique Garnedier. Elle est donc fondatrice et présidente de Charlotte. Alors Charlotte, c'est de la lingerie, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent quand même connaître. Vous êtes docteur en gestion et vous avez créé en 83 Nubretz Club, qui est un club de sport.
Voilà, jusqu'en 86. Et puis après, vous avez été diététicienne pour les grands sportifs au Gymnase Club. Ensuite, déléguée médicale au sein du groupe OCP. Et donc auprès de 2000 pharmacies. C'est peut-être là où vous avez vu le côté distribution de votre modèle. Et donc c'est en 94 que vous avez fondé Charlotte Lingerie, dont vous êtes présidente, donc depuis sa création évidemment. Racontez-nous ce que c'est que Charlotte Lingerie, l'originalité du modèle. Alors avant ça, je voulais vous dire qu'aujourd'hui on fête nos 20 ans, donc ce soir c'est la grande fête. On va raconter ça. Non mais par contre, on peut nous suivre en streaming sur le site parce que c'est une très belle soirée. Alors Charlotte est née effectivement il y a 20 ans. Ah bah, c'était tout bête au départ. J'ai été invitée par ma cousine, alors vraiment un truc improbable. Elle me dit, oh toi qui es dans la distribution, toi qui aimes bien le marketing, toi qui adore les idées, toi qui est toujours pleine d'énergie, viens, j'ai un truc à te présenter. Donc elle m'invite à une réunion, un truc glauque. Tupperware. Ouais, presque. Pire, c'était une réunion où on proposait de vendre effectivement en réunion, mais des filtres à eau, filtres à air. Donc je trouvais ça vraiment affreux. Je me dis, mais pourquoi elle m'invite à un truc pareil? Elle me dit, mais si, tu vois, c'est des filtres, ça change. Oui, c'est super, mais moi je ne me voyais pas avec un tournevis chez ma voisine en train de me brancher un filtre. Alors je dis, non, ça va pas du tout. Mais alors, par contre, là, ce soir-là, j'ai eu une révélation parce que j'ai trouvé le concept. Et vous êtes passé du filtre à air au soutien-gorge? Alors, pas tout de suite. Je suis passée surtout sur le concept des ventes privées. Mais des ventes privées, des ventes en réunion. En fait, c'est comme un réseau Facebook, mais sans Internet, quoi. C'est un peu spécial. Mais j'ai trouvé l'idée géniale. Et de là est partie la réflexion. Mais je trouve cette idée géniale. On se rend compte, c'est convivial, il y a de la complicité, il y a vraiment une relation différente. Quand vous allez acheter une paire de chaussures, ben vous rentrez dans un magasin, vous achetez votre paire de chaussures, mais est-ce que vous avez vécu un grand moment? Non, vous avez aimé votre chaussure. Là, l'idée, c'était vraiment de faire passer un bon moment aux personnes. J'avais bien compris ça, mais je ne savais pas quoi vendre. Et donc, pendant 6 mois, ça a été de se dire, mais qu'est-ce que je peux vendre comme produit qui soit fun, que tout le monde porte? Alors la question, c'est bien sûr, tout le monde porte des dessous, a priori ici, vous confirmez? Voilà. Et en fait, c'est un produit qui n'était pas fait dans ce système de distribution. Je dis, incroyable, personne n'y avait pensé. Et c'est comme ça que l'idée est partie. Alors après, il y avait l'idée, mais comme on disait tout à l'heure, il faut passer au mode opérationnel. Et là, ça a été un vrai cauchemar. Mais racontez-nous comment se passe une séance avant de passer aux chiffres. Alors la séance se passe toujours bien, parce qu'en fait, le principe, c'est que vous nous invitez chez vous. Alors pourquoi vous nous invitez? Parce que je vais vous offrir de super cadeaux, je vais vous habiller. Je vais vous offrir toute votre lingerie. Donc j'offre à toutes les personnes présentes ici votre lingerie à vie, c'est simple. Vous m'invitez, je vous offre votre lingerie, en échange de quoi vous m'ouvrez votre carnet d'adresse. C'est-à-dire que cette soirée, qui peut être une soirée tapas, qui peut être une après-midi diverse, eh bien vous allez inviter vos amis à passer un bon moment. Et là, je vais vous parler bien sûr de la lingerie, mais je vais vous parler surtout de ce qui vous correspond par rapport à votre teint, à votre forme. Je vais vous parler de vous au travers du produit. Donc vous allez passer un super bon moment, ça dure 1 heure, 1 heure et quart. Et à l'issue, si vous avez envie, bien sûr, vous achetez le produit. Mais c'est surtout ça, c'est cette convivialité, cette complicité qui fait que ça marche. Alors bien sûr, comme je vous offre des cadeaux, vous me réinvitez régulièrement, au moins 2 fois par an. C'est ça? Oui. Mais c'est pas de la vente pyramidale. Ah non, non, pas du tout. C'est quand même une personne qui invite ses amis. Et vous Systématiquement. manière parce que les autres. Alors donc on a 3 personnages. On a la conseillère qui vient avec tout son savoir, sa collection et ses produits. On a l'hôtesse qui nous ouvre son agenda, son carnet d'adresse plutôt, et à qui on offre sa lingerie. Et bien sûr ses amis qui sont là et qui écoutent et qui voient et qui surtout succombent à la collection. Alors, je vous ai déjà rencontré, pas dans une autre ville, mais il y a 2 ou 3 ans, parce qu'on vous avait remis le prix de la PME la plus rentable et la plus croissante de France. Donc ça marche, les sous-vêtements en vente à domicile. Oui, effectivement, ça fait 3 années de suite qu'on est l'entreprise la plus rentable de France. Enfin, qu'on nous a dit, l'entreprise, on est ravis, on s'en lasse pas. Il faut avoir à la fois 20% de croissance sur 3 ans et... voilà, oui, depuis 20 ans, la croissance moyenne, effectivement, depuis 20 ans, la croissance moyenne est importante. Et la rentabilité est très bonne, tout simplement parce que c'est une structure très verticalisée. On part de la feuille blanche, c'est-à-dire qu'on crée nos collections, on a nos stylistes, nos modélistes, on intègre tout jusqu'à la livraison chez le consommateur. Donc peu d'intermédiaires et bien sûr on a donc un luxe à prix doux, si je puis m'exprimer ainsi, et qui fait que ça fonctionne très bien en termes de produits, parce qu'on est complètement dans la cible, on a des clubs de consommateurs, on est en prise directe avec le consommateur. Donc on sait ce qu'il aime, on sait ce qu'il veut, et on s'attache vraiment à tout ça, à faire en sorte que ces collections leur plaisent. Et j'imagine que ce qu'on peut faire avec des sous-vêtements, on doit pouvoir le faire avec d'autres produits. Des colliers, des bijoux, je ne sais pas, ça existe aussi. Bien sûr, ça existe. Alors d'ailleurs,
le monde de la vente directe et ce réseau de distribution, c'est un monde qui croît énormément parce que c'est une croissance de 7% annuelle. Je parle de toutes les sociétés confondues, donc il y a des choses qui marchent très bien. Il y a des beaux projets à apporter dans plein de produits. Alors vous, quelles difficultés vous avez rencontrées, que vous avez surmontées? Alors j'ai écouté mes voisins, ils en avaient presque pas. Alors moi j'ai rencontré que ça, hein, j'ai eu des galères depuis le départ. Alors j'ai eu l'idée des sous-vêtements. Je disais c'est génial, tout le monde porte des sous-vêtements, donc ça y est, je me lance là-dedans. Puis après vous regardez, puis vous dites mais je les trouve où ces sous-vêtements? Donc au départ, j'avais pas les moyens d'avoir... Bah oui, parce que j'ai démarré sans rien. Alors moins on a d'argent, plus on a d'idées, hein, donc ça c'est bien. Donc si vous n'en avez pas, c'est déjà un bon début. Enfin en tout cas moi c'est ce que je pense, hein, parce que j'avais pas un rond. Donc, ça c'est dur pour Pierre qui est en train de chercher une idée alors qu'il a beaucoup d'argent. Non mais je me suis soignée depuis, mais c'est vrai qu'au départ j'avais pas d'argent, donc il fallait avoir beaucoup d'idées. Et je pense qu'aujourd'hui c'est une des maladies, quand on a des fois trop d'argent, on va vers la facilité, de se dire bah tiens je réfléchis moins et c'est tout prêt, j'achète ça. Donc aujourd'hui c'est peut-être plus facile, mais je me dis que de ne pas avoir d'argent, c'est pas mal. Donc l'idée, c'était de se dire comment je vais faire, quoi. Je n'ai pas les moyens de payer une styliste, j'ai pas les moyens de... Donc j'ai commencé au tout début par essayer de trouver des grossistes en lingerie. Donc je suis montée à Paris, parce que alors, je suis de Lyon. Je suis montée à la capitale, c'était le déluge, la pluie, sous le parapluie. J'arrive, et puis alors, la fleur vive, moi j'avais des idées plein la tête, j'avais vraiment mon projet, j'y croyais à fond, je me dis mais tout le monde va me tomber dans les bras. Et puis alors là, je me suis fait claquer la porte au nez de tous les grossistes. Personne ne voulait me vendre une collection. C'était de la folie, donc j'étais complètement... Alors j'étais là sur le trottoir, mais c'est véridique, hein, à attendre sous mon parapluie. Je dis comment je vais faire? Et puis je me suis dit, ben, je vais attendre. Il y a forcément des représentants qui doivent passer chez ces grossistes. Et j'ai attendu pendant des heures que des grossistes passent. J'en ai trouvé un espagnol, un italien. J'aurais sauté dessus, j'aurais payé un café et j'aurais expliqué mon projet. Vous voyez un peu le truc, c'était vraiment... Et puis eux, ils se sont dit, bah, tiens, pourquoi pas, ça peut être un distributeur comme un autre. Ils y ont un peu cru. Et ça a été mes tout débuts, donc mes premiers fournisseurs. Ça n'a pas duré longtemps, je me suis dit que très vite, il fallait que je crée ma collection, sinon je n'avais pas de valeur ajoutée. Et là, j'ai commencé à acheter plein de sous-vêtements, toutes les marques. Et puis je commençais à tous les démonter, pour voir comment c'était fait, pour voir les ingrédients. Et c'est là que je me suis aperçue que quand même, pour réussir un soutien-gorge, il y a entre 25 et 40 ingrédients différents. Juste le cauchemar. Donc alors, après, je me suis mis en quête de trouver les dentelles, les broderies, les élastiques, les nœuds, les teintures, parce que bien sûr, c'est jamais la même couleur, hein, donc les teintures. Alors j'ai commencé par teindre ça dans mes casseroles. Je prenais les teintures que j'achetais dans un centre commercial, donc peut-être Leclerc. Et alors je me rappelle d'un modèle, c'était cauchemardesque, je voulais faire un modèle vert. Et bien sûr, la dentelle se teignait de façon un peu marbrée. Le petit nœud en satin qu'on met au milieu, c'était du polyamide, il se teignait pas, il restait cacadois. Alors à la fin, quand j'ai fini par réaliser à monter quelque chose, c'était affreux, mais pour moi, c'était le plus beau modèle du monde. Et puis quand on me disait, oh, je dis, mais si, c'est un effet de style, vous allez voir. Donc en fait, j'ai vraiment démarré grosse galère. Et les premières collections, c'était 3 produits, 3 tailles. Alors pour vous, mesdames, je vous dis tout de suite, 85B, 90B, 95B, il fallait que tout le monde rentre dedans, tout le monde y rentrait. J'étais super motivée. Alors voilà, c'est ça, je crois qu'à un moment donné, il faut passer à l'acte. Et ben mes copines, elles ont eu pitié de moi, elles m'ont acheté mon modèle vert. Et elles sont passées au régime amaigrisson pour rentrer. Et puis alors voilà, c'est comme ça que ça a démarré, vraiment, vraiment. Et puis alors après, il fallait trouver des distributeurs. Aujourd'hui, on est 3700. Donc c'est quand même pas mal, hein. C'est des personnes qui travaillent soit à temps choisi, soit à temps complet. 3700 personnes en France, c'est quand même pas mal. On en recherche 2000, donc pour vous dire qu'on est toujours en croissance. Mais l'idée au départ, c'était comment je fais pour recruter mes premières vendeuses. C'était cauchemardesque. Donc j'ai dit à ma soeur, t'es obligée. Sinon, on a un incident familial, quoi. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, la pauvre, elle a été... alors, j'avais aussi inscrit mon frère, mais lui, il n'a pas tenu le choc. Hein. Il n'a pas réussi. Et voilà comment ça a démarré. Alors, après, des systèmes... voilà, donc, ça a été galère. Galère. Le premier catalogue, c'était la fille d'une copine qui posait. Mais alors, moi, quand j'avais... C'est donc des photos que je collais sur des fiches Bristol. Je montrais ça, les gens, ils faisaient une tête pas possible. Moi, je comprenais pas. Pour moi, c'était le plus beau catalogue du monde. Donc voilà, les débuts, ça a été cauchemardesque, mais franchement, c'était quand même du bonheur, parce que pour toutes les raisons que vous avez évoquées, ça donne de l'adrénaline. Le matin, quand on se lève, on a envie de tout casser. Moi, je disais, je vais habiller tout Lyon en Charlotte. Voilà, donc c'était ça, moi, refaire le monde. Hein, c'était habiller tout le monde en Charlotte. Alors, ça a commencé comme ça. C'est vous qui avez eu les plus grosses galères, mais vous avez aussi aujourd'hui la plus belle rentabilité. Donc ça donne de l'espoir. Oui, alors c'est vrai que quand j'annonce 30% de résultat net après impôt, ça fait toujours son petit effet. Frissonner. Voilà, ça fait toujours son petit effet. C'est vraiment sympa parce que ça permet de, pas forcément de distribuer, mais ça permet de réinvestir.
Donc énormément de projets qui ont permis de grossir et d'aller vers des projets passionnants et qui font que la société est toujours en mutation et toujours en évolution. Voilà, c'est ce qu'on appelle le volontarisme. Bravo. Merci. Alors, Philippe Courtois, vous êtes président et fondateur du réseau de courtiers en travaux, la Maison des Travaux. Vous avez été agent d'ours, vous avez été animateur commercial chez EDF. En 12 ans, vous avez été chez Alcatel, réseau d'entreprise en tant qu'ingénieur commercial, puis senior account manager au sein de Nextira One. Enfin, beaucoup d'expérience donc de salariés. Et puis, en 90, vous avez fait un premier projet pour lancer une chaîne de restauration rapide sur le thème de la crêpe à emporter. Et puis en 2007, voilà, vous avez fondé votre entreprise. Alors racontez-nous. Alors en fait, c'était toute une aventure. Alors déjà, avec le palmarès que vous avez raconté, où j'ai été salarié pendant de nombreuses années dans des grands groupes, arrive à un moment donné, il y a la petite flamme du créateur d'entreprise qui était présente depuis déjà de nombreuses années, qui s'est réveillée et avec évidemment au niveau des grandes sociétés, on est souvent broyé dans tout et happé dans tous ces systèmes de grandes boîtes. Et en fait, c'est un projet personnel où j'ai fait comme des dizaines de milliers de Français. J'ai eu l'idée saugrenue de me dire je vais peut-être faire construire une habitation, une maison. Et donc j'avais trouvé un terrain dans le 92, j'avais confié à un architecte l'ensemble de mon budget en disant j'espère qu'il va réaliser la petite maison de mes rêves, en sachant que je ne connaissais strictement rien au bâtiment. J'étais moi spécialisé dans le monde télécom. Et finalement, donc ça c'était il y a 7 ans, et ça s'est vraiment compliqué. Alors l'architecte, il a été très bien sur les plans, il nous a fait rêver, il nous a vraiment accompagnés, et sauf que quand il a fallu trouver les bonnes entreprises, donc il y a à peu près 8 ans, le monde du bâtiment était en ébullition et avait beaucoup d'activités. Il a tout s'est effondré, et au final, il a mis beaucoup de temps à nous trouver des artisans au bon prix, et en sachant qu'au bon prix, pas tout à fait, puisqu'il était au-dessus de notre budget de 45%. Donc imaginez au niveau familial, alors s'il y en a des gens qui font des travaux, ils vont se retrouver un peu dans mon histoire, et finalement, au niveau familial, vous imaginez la déconvenue, tout le monde qui nous dit mais pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure, dans cette galère, et finalement j'ai pris mon bâton de pèlerin juste avant de revendre le terrain en me disant ça se fera jamais, tant pis, mais quand même je me suis quand même accroché en me disant je vais quand même aller chercher des entreprises. Alors je suis allé chercher des entreprises un peu plus en province, avec des personnes qui étaient passionnées, qui étaient un peu moins chères, et qui finalement ont trouvé des moyens par rapport au cahier des charges de faire moins cher. Et c'est comme ça qu'a démarré un peu l'aventure, et je suis tombé un peu dans le bâtiment, alors malgré moi, dans le cadre de la construction. Et quand j'ai vu les artisans me proposer des offres, alors c'était des montants quand même qui étaient astronomiques, 20 000, 30 000, 50 000 euros pour la toiture, pour la maçonnerie, et je voyais qu'au niveau commercial, c'était un vrai désastre. On était à l'âge de pierre par rapport à ce que je connaissais dans mes grands groupes, où évidemment dans les grands groupes, que ce soit français ou américains, donc Alcatel ou Nextira One, on était hyper structuré sur le plan commercial. Et là je me dis c'est pas possible, un marché qui pèse 71 milliards d'euros en France, où la démarche commerciale des artisans, avec tout le respect que j'ai évidemment pour les artisans, un peu peut-être dans la salle, je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire pour les aider à mieux vendre leur savoir-faire, à donner envie et à faire en sorte qu'ils soient plus rentables. Et d'un autre côté, j'avais des particuliers, et on va dire la famille, les amis, toute ma rue qui défilait en disant écoutez Philippe, est-ce que là j'ai vu que tu as un couvreur qui est extraordinaire, il vient de Chinon, est-ce qu'il pourrait venir chez moi? Et j'étais devenu, pour ceux qui connaissent Starsky et Hutch, Huggy les bons tuyaux, et c'est comme ça qu'est née en fait l'idée de la maison des travaux et du courtage en travaux. Et alors, ça a marché très vite, tout de suite? Alors, très vite, pas vraiment. C'est-à-dire que moi, mon idée, c'était, et là, je rejoins tous ceux qui sont intervenus avant moi en disant l'effet réseau, c'est très important. Et je me disais, parce que j'avais très peu d'argent, vous imaginez, je devais à peine faire construire l'habitation, j'avais absolument pas pensé que j'allais monter une boîte derrière. Mais c'est là où j'ai eu la révélation, et je me suis dit... il faut monter ça en réseau, et le monde de la franchise pour moi s'est révélé plutôt comme un très bon tremplin. Alors pour des raisons juridiques, j'ai fait 1 an de courtage en travaux pour modéliser un peu tout ça,
Et puis ensuite, on est monté en concession, on est monté en franchise. Et donc là, ça fait 7 ans. Et en 7 ans, on est 65 franchisés à travers la France pour couvrir à peu près 40 départements. Alors vous gagnez votre argent comment? Je veux dire, Alors justement, notre business model, alors il est assez proche du monde Internet d'aujourd'hui où voilà, le particulier est habitué à avoir du gratuit. Et ben, ça tombe bien parce que dans le cadre du courtage en travaux, pour le particulier, c'est absolument gratuit pour lui, c'est sans frais, sans engagement. Et notre business model, il est évidemment par rapport aux entreprises du bâtiment qu'on embarque avec nous, où on va leur donner évidemment une volumétrie d'affaires, des projets qualifiés, et c'est eux qui nous rétrocèdent une partie de leur marge. Et vous allez continuer à progresser comment? Comment vous imaginez Eh bien, justement, en étant invité entre autres à ces tables-là, en se faisant connaître, parce que ça c'est une des difficultés, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est évidemment en faisant croître notre réseau de franchises, puisque l'objectif pour moi est d'atteindre à peu près 100 franchisés à travers la Combien, France. pardon, j'ai pas entendu 120, le chiffre. 120, Et là vous êtes à on est à 65, donc on a une progression d'à peu près 10-15 nouveaux franchisés par an. Et c'est vrai que l'effet réseau est vraiment magique et comme ça, on embarque des futurs chefs d'entreprise dans notre aventure parce qu'il y a un marché phénoménal. C'est le marché de la rénovation. Le marché de la rénovation, comme je le disais, 71 milliards, c'est tout bonnement très intéressant. Et en mettant tous les moyens de ces 65 franchisés en commun, vous ne pouvez pas vous offrir des campagnes de pub qui permettent de chercher d'autres franchisés? On a des campagnes de pub sur la partie recrutement, on est très actif sur le web, sur le sujet, et après par contre le métier du courtage en travaux est un métier évidemment récent, jeune, et donc l'objectif c'est de faire connaître au maximum, et ça fera partie de mes questions que j'aurai avec tous les grands spécialistes autour de la table, comment être leader sur le web aujourd'hui. Mais bon, je devance la question. Bon allez, je veux qu'ils répondent tout de suite. Non, mais il faut réfléchir d'abord. Non, réfléchir. On vous applaudit en tout cas. Dernière intervenante, Héloïse Dion, donc fondatrice de Pasta Party, enfin aujourd'hui directeur du pôle événementiel Europe chez Mythique, parce que vous l'avez deviné, elle a fondé Pasta Party et elle l'a revendu à Mythique, et aujourd'hui donc elle fait partie de ce grand groupe. Mais vous avez été auparavant journaliste économique pendant plus de 8 ans. Et quand vous étiez enfant, vous hésitiez entre présentatrice télé ou femme au foyer. Donc clairement, j'ai eu la chance non pas de remplacer Claire Chazal, donc j'ai jamais réussi, mais d'être journaliste très vite. Je suis rentrée au Figaro, j'avais 19 ans. Et à 25 ans, 26 ans, en fait, je m'éclate, mais je me cherche un mec. Et les moyens dont je dispose, c'est Internet, j'y crois absolument pas. Donc c'est pour vous dire à quel point je me plantais. Mais en tout cas, j'y crois pas pour moi. Et je me dis, non, aller trouver quelqu'un en ligne, c'est pas du tout mon truc. Je veux trouver quelqu'un autrement. Donc je me mets à faire des dîners chez moi, avec que des gens que je connais pas. Je cuisine des pâtes. D'où Pasta Party. Vous les trouviez comment, pardon, ces gens qui il y a toujours des gens célibataires. Il y a toujours des gens célibataires prêts à venir manger des pâtes. C'est assez facile en fait, comme concept, c'était assez bestial, assez facile. Ça marchait très bien. Et donc en fait, très vite, j'ai des dîners tous les dimanches soirs avec des inconnus. La belle histoire veut que je rencontre mon mari et qui me dit, écoute, t'es gentil, mais alors ton côté organisation de rencontres pour célibataires, maintenant qu'on est un couple et qu'on va essayer de faire quelque chose, on va oublier. Donc tu reprends ta carrière de journaliste. Et je lui dis, écoute, t'es gentil, si tu veux que ça marche, il va pas falloir me dire ce que je dois faire. Donc je vais créer une boîte. Donc en fait, j'ai créé une boîte, par réaction, comme quoi, merci les maris. Mais j'ai pas créé une boîte parce que j'en avais envie, puis j'y croyais pas du tout. Enfin voilà, je organisais des dîners autour des patates, j'étais en CDI à la Tribune. J'avais 25 ans, un avenir radieux devant moi, et je vous explique la tête de mes parents le jour où je dis je quitte mon CDI pour devenir entremetteuse autour d'un plat de pâtes. Les discussions familiales et les études payées, ça leur a fait beaucoup de mal sur ce jour-là. Et en fait, je crée même pas une boîte par envie. Je me dis allez, je crée une boîte, j'ai la chance d'avoir une mère avocate, elle me fait des statuts en 3 jours. Je dépose au greffe, je me dis de toute façon, je vais m'amuser 2 mois, puis ça va couler. C'est pour vous donner la motivation quand même. On est en juin 2007, j'organise mon premier dîner dans un resto et je me dis là, il va falloir faire payer les gens. Alors, évidemment, quand on commence, mettre un prix sur son produit, c'est le truc le plus difficile au monde. On se dit, mais combien vont-ils accepter de payer? Je prévois 10 €, ma mère me dit, mais n'importe quoi, il faut mettre très cher, sinon ça ne marchera pas. Alors je dis, allez, 35. C'était pas très cher. 100 personnes au premier repas, la presse qui est là, et les gens me disent, c'est quand le prochain? Je sais pas, c'est juillet, août, on verra. J'étais très motivée.
septembre, je m'y recolle, 120 personnes, etc. Puis ça n'arrête pas d'augmenter. Et pendant toute cette année, moi en fait je suis encore journaliste, j'ai vraiment le côté marrant de la presse locale, la presse en région, qui dit c'est nul, les concepts marrants c'est toujours qu'à Paris, bande de snobs, il faut faire un truc pour la province aussi. Et là je dis ok, bah, j'arrête tout, maintenant je m'y mets, j'arrête de ne pas croire en cette aventure. Je quitte le fameux CDI et je lance donc Pasta Party, donc ces fameux dîners pour célibataires, dans 25 villes en France. Et je recrute des organisateurs partout. Et donc vraiment, je développe cette logique réseau dont on a tous parlé, avec l'idée que je croyais foncièrement à ce que la rencontre devait être offline. Sauf qu'à l'époque, bah, on me dit, t'as un peu raté le wagon. Enfin, il y a Simoncini qui a créé Mythique, tout se passe par Internet, t'es gentil avec tes dîners autour de bolognaise. C'est un peu old school ton truc. Et je m'accroche, et on commençait à me dire, de toute façon, les pâtes, ça fait grossir, t'as qu'à faire des sushis, sushi party, ça marchera mieux. De toute façon, ton truc ne tiendra jamais la route, etc. Et en fait, on a mis beaucoup de temps à se retrouver. Donc, on s'est retrouvés il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, Mythique s'est dit, bah, on veut aussi aller chercher d'autres marchés au-delà du online. Et on veut vraiment proposer aux gens des événements. Et c'est là où, en fait, tout ce que moi, j'avais acquis pendant ces 6 ans, on s'est vraiment retrouvés, on s'est dit, bah, au lieu de tout recommencer pour eux from scratch, et moi de galérer, parce que je restais quand même une petite entreprise, à essayer d'aller à l'international, à lever des fonds, etc., autant se marier, fusionner et faire bénéficier de nos 2 expériences. Ça. Donc vous deviez passer quand même à Internet à un moment ou à un autre, et Mythique devait passer lui au physique un jour ou l'autre. Donc le virtuel et le réel se sont mariés. Voilà, une belle rencontre. C'est superbe comme histoire en tout cas. Tout le monde se marie en fait, vous voyez, c'est hyper positif. Alors, quand même, ça paraît très simple quand on vous entend. Il n'y a pas eu de difficulté? Comment vous avez trouvé le financement? Vous avez préfinancé vos repas quand même au départ? Non, j'ai eu la chute. Ce fameux mari avait fait l'école hôtelière de Lausanne, donc avec que des potes restaurateurs prêts à m'accueillir, donc ça a beaucoup aidé au départ. Mais en fait, ma plus grosse galère, c'est que j'avais eu cette chance d'être journaliste économique extrêmement tôt. J'avais commencé à 19 ans. J'ai quitté le milieu de la presse éco, j'avais 26 ans. Et je m'étais dit, franchement, créer une boîte, c'est finger in the nose. Enfin, s'il y a un truc qui va être facile pour moi, c'est comprendre ce que l'État me demande. Et là, c'est-à-dire que je me disais, mais je ne comprends même pas les formulaires qu'il me propose. Je ne comprends même pas comment je dois faire pour embaucher mon premier contrat en alternance. Sarko, à l'époque, avait sorti toute une série d'aides, embaucher des gens en alternance. On demandait des trucs qui étaient hallucinants sur les organismes de formation où je devais choisir moi-même et pourquoi celui-là et pas un autre et pourquoi le RSI me demandait des trucs et pas un autre. Et là, je me suis vraiment retrouvée seule en me disant, en plus, tu as cru avoir le bagage pour comprendre. Donc, à partir de là, je me suis dit, les gens qui, en plus, en théorie, n'ont pas ce bagage économique ou culturel ou qui n'ont pas fait beaucoup d'études, mais c'est la Légion d'honneur qu'on doit leur donner. La Légion d'honneur, c'est un chemin de croix. Moi, je suis ravie d'entendre des politiques parler de choc de simplification, mais on est très très loin du choc quand même. C'est-à-dire que passer plus d'1 journée par semaine à essayer de comprendre ce que l'État nous demande, ce que l'URSSAF nous réclame, et ça a été mon erreur. Mon erreur, ça a été de croire qu'il faut tout apprendre quand on est entrepreneur. Bah, il faut mieux parfois payer, léguer ces combats extrêmement compliqués à des gens extrêmement compétents, des comptables, des avocats, etc., plutôt que d'essayer de perdre du temps, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est de la perte de temps, à comprendre et des lois qui finalement changent à peu près tous les jours. Voilà. C'était le bon conseil d'Héloïse. On l'applaudit. Alors, on est un peu en retard, mais on aura fini dans 5 minutes. Mais je voulais simplement que certains posent des questions à leurs camarades. Parce que c'est bien les journalistes qui posent des questions, mais c'est mieux quand c'est les entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs. Alors, qui commence? Allez, on prend 3 questions. Il ne faut pas abuser de votre patience. Philippe avait une question tout à l'heure, évidemment qui risque d'avoir des développements assez longs, mais j'imagine que c'était pour Pierre et pour Dan. Oui, parce qu'on a vraiment des spécialistes du web et du net, et de voir quels sont est-ce qu'il y a quelques recettes élémentaires pour être vraiment leader dans son domaine, évidemment. C'est une question assez vaste, je reconnais. Je prenais le micro en pensant que tu prenais l'autre, tu vois. Bon, alors, évidemment, s'il y avait des recettes, ce serait facile, mais non, enfin, l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut tout mesurer, déjà. Donc globalement, quand on développe un business web, il faut avoir la logique de toujours tester, enfin, de tout tester les choses les plus larges possibles, mais de le tester à chaque fois sur peu d'argent et d'apprendre très vite de ses erreurs. Ça
ça paraît un principe un peu générique comme ça, mais toutes les boîtes web font comme ça pour tout, c'est-à-dire qu'elles font ça pour leur site, donc on itère avec des cycles le plus courts possible, qui doivent être de l'ordre de la semaine. On fait une nouvelle version, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas, et puis on corrige ce qui ne marche pas. Mais on fait ça pour le marketing, on teste plein de canaux marketing, et puis dès que ça marche, là, on en met un peu plus, et puis si ça ne marche pas, on corrige, on arrête. Et on fait ça sur les créations, graphiques, enfin on fait ça en permanence. Franchement, c'est ça le bon, c'est ça le conseil. Après, il y a des modèles qui sont plus ou moins, qui collent plus ou moins à Internet. C'est clair que sur Internet, le bouche à oreille va très très vite. Et donc si vous avez un modèle dit communautaire, auquel je fais référence tout à l'heure, c'est génial. Parce que surtout même avant les réseaux sociaux, mais encore plus avec les réseaux sociaux, maintenant les idées vont très très vite. Ce que ça veut dire aussi, c'est que si le produit est mauvais, ça se répand aussi très très vite. Donc sur Internet, on a particulièrement besoin d'avoir le meilleur produit possible et aussi d'avoir un produit meilleur que son concurrent. C'est dur d'être numéro 2 sur Internet et c'est vraiment pas agréable. Moi, c'est un truc vraiment auquel je fais attention. Je pense que c'est vrai pour plein de business, c'est plus agréable d'être numéro 1 sur un marché en croissance. Alors, on peut faire un truc sympa sur un marché en décroissance, il y a des boîtes qui arrivent, mais globalement, c'est plus sympa d'être leader d'un marché en croissance. Sur Internet, c'est encore vraiment plus sympa. Être numéro 2, numéro 3 avec un numéro 1 qui est gros devant, c'est très très fatigant. Donc voilà, c'est des conseils un peu génériques, mais Déjà toujours très précieux, merci. Dan, vous voulez rien ajouter? Non. Alors, est-ce qu'il y a une deuxième question? Bon, alors on va prendre 2 questions de la salle. Je n'étais pas autorisée à le faire, mais je me dis que peut-être certains d'entre vous veulent terminer en posant leurs questions. Il y en a une là, je ne vois pas. Allez-y. Il y a un site local qui fait ça très bien. Sur le réseau, pour réagir très vite, l'effet de réseau sur Internet, c'est quelque chose de très fort, mais c'est une logique de bouche à oreille. Moi, le réseau, de dire faut connaître des gens, évidemment, Viadeo, c'est super, mais je pense que est très utile, mais je pense qu'il ne faut pas voir ça comme une barrière, parce qu'après il y a des gens qui disent ah oui, moi j'ai pas de réseau, alors je ne connais pas tel secteur, alors je ne connais pas les investisseurs, je sais pas quoi. Honnêtement, c'est ça qui est beau quand on est entrepreneur, c'est qu'on doit sa réussite qu'à soi-même. Et donc, quand j'ai démarré dans Internet, je ne connaissais rien à l'Internet. Voilà. Et je ne connaissais aucun investisseur, et je suis allé tous les voir, j'en ai vu 200 pour Price Minister, j'en ai convaincu 70. C'était limite du porte-à-porte, quoi. J'avais 23 ans, j'avais pas de gens, voilà, donc et ma soeur n'était pas ministre à l'époque, elle était stagiaire. Donc voilà, donc à un moment, on est, le réseau on le crée, quoi, et on le crée en disant ce qu'on fait, en faisant ce qu'on dit, et puis au fur et à mesure du temps qui passe, les gens se disent que vous êtes fiable, et là vous pouvez les rappeler parce qu'ils ont vu que vous étiez fiable. Mais le réseau au sens un peu théorique comme ça, un peu secret, un peu mystérieux, moi je ne crois pas trop à ça. Véronique? Oui, alors je vais être très courte. Je pense qu'effectivement, le réseau, c'est la chose fondamentale. Mais pour l'avoir, pour l'acquérir, quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez exercer, il y a un truc, c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il faut en parler tout le temps. Et c'est ça qui crée le réseau. Donc c'est cette dynamique, c'est à vous d'aller vers les autres. C'est pas les autres qui vont aller à vous. Donc si vraiment vous voulez que ça fonctionne, eh bien, vous devez sortir de votre zone de confort. Et ça, c'est un truc qui marche tout le temps. On a tendance à toujours rester dans sa sphère et avec les mêmes personnes. C'est vrai que quand on parle avec des amis, on est sûr d'être d'accord avec eux. Ils nous ressemblent, donc ils ont les mêmes idées, mais parfois il faut un peu se faire violence et puis sortir de cette zone et aller vers des gens qui ne pensent pas du tout comme vous, qui ne voient pas les choses comme vous, mais en fait qui enrichissent énormément et qui créent ce réseau justement. Et toujours dans cette même idée, et je crois que ça doit être très rassurant pour tous, c'est sachez que tout le monde est comme vous. C'est-à-dire que les gens qui ont fait Harvard et qui ont un réseau de fous, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Les gens normaux, c'est nous, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Et c'est marrant parce qu'on vient de lancer
je fais pas la pub de Viadeo vraiment, hein, mais je trouve que c'est parlant. Non, mais ça fait 2 fois de suite, je me rends compte. Ils vont se dire, il est venu pourquoi lui? Non, je suppose que vous êtes déjà membre, on va dire. Non, on vient de lancer une fonctionnalité qui s'appelle Rencontrons-nous. Et c'était un vrai test pour nous. On l'a mis en place sur 10% de la base, donc ceux qui sont membres ne l'ont pas forcément vu. Rencontrons-nous, c'est quoi? C'est simplement proposer à des gens qui sont sur Viadeo de dire, ben voilà, j'aimerais vous rencontrer. Et alors, il faut sortir de sa zone de confort pour faire ça, hein, pour reprendre, parce qu'il faut être un peu courageux, c'est un peu gênant, quoi. Il faut un petit plat de pâtes et ils dînent ensemble après. Alors, on est en train d'améliorer le truc, mais on l'a juste mis en test encore une fois, sur même pas 10% de la base. Et il y a 15%, entre 15 et 20% des gens qui sont sollicités, qui acceptent, qui disent « Ok, allons déjeuner. Ok, allons prendre un café. » C'est juste énorme. C'est-à-dire que les gens sont comme vous. On est tous pareils. On a tous envie, besoin d'avoir du réseau. Et je crois que il n'y a pas que tout ce qui se passe dans le monde du social. C'est ça en fait le message que ça donne. C'est qu'aujourd'hui le réseau il est pour tout le monde, quoi. Il est accessible à tous. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut être un peu courageux. Mais dites-vous bien qu'il y a au moins une chance sur 5 pour que le type en face il va dire ok allez voyons-nous. Voilà. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas se tromper de mots. La sémantique c'est trompeur. Quand je disais tout à l'heure que la réussite dans mon mouvement d'indépendants, chez mes concurrents, c'est le réseau. Je ne faisais pas allusion au net et je me rends compte qu'on parle de plusieurs choses à la fois. Le web, c'est 2 choses. C'est une structuration de la relation entre des gens, entre des marques et des gens, les gens entre eux, ou entre des entreprises et les gens. C'est un lieu. Et sur le web, il y a des marchands. Il n'y a pas que des marchands. Mais en dehors du web, il y a aussi des réseaux. Et donc pour réussir, il faut probablement rencontrer, expérimenter, échanger. Enfin, il faut sûrement, ça c'est une des leçons que nous avons ici, et tu as raison Dan de dire à ce monsieur que moi quand j'en parle facilement, j'ai 40 ans de métier, donc c'est du réseau accumulé. Quand on démarre comme tout le monde. J'avais beau être fils d'Édouard Leclerc, moi quand je démarre comme un type qui sort de la fac avec côté ado et tout ça. Donc ça se construit. Il y a bien un premier pas et le réseau au début il est tout petit. Mais par contre, ce que je voulais dire tout à l'heure dans les clés de la réussite, c'est qu'il ne suffit pas de rencontrer. C'est le côté un peu artificiel aussi de l'Internet et de la sémantique de l'Internet. Il faut construire avec d'autres. Donc je retire tout à l'heure ce que j'ai dit. C'est pas le mot réseau qu'il faudrait peut-être dire, c'est alliance. Voilà. Des commerçants qui vendent des pâtes ou des fringues, et que ce soit donc chez des particuliers ou sur le net, d'abord, il faut acheter. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, l'union fait la force. Si vous ne remplissez pas un carton, si vous ne remplissez pas un camion, etc., un bateau, vous ne faites pas les conditions d'achat. Donc il faut s'allier et acheter avec d'autres. Ensuite, faire de la pub, même investir sur le net et développer, c'est quand même mieux si au lieu de faire chacun son site, etc., on se regroupe autour d'une marque, ça peut être la franchise, ça peut être une association, etc. Et ensuite, même vis-à-vis du banquier, c'est les projets initiaux de chacun met un petit peu, et là aussi, en effet de façade, ça le fait mieux. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, c'est important dans notre économie digitale de faire passer son existence à travers le net. Et ça, c'est très important de travailler la communication sur le net. Et comme il y a énormément de gens qui parlent, il faut être sioux pour faire passer, pour que sur un écran, parce que tout passe par un truc extrêmement fastidieux, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même porte du sablier avant d'aller découvrir le monde. Donc il faut arriver à faire entendre sa part de voix. Ça, c'est un problème technique, côté génial de tous les gens qui sont ici, se sont fait connaître. Ils ont réussi à capter notre attention, mais n'oubliez pas ça, c'est que pour être entrepreneur aujourd'hui, donc ce qui me semble important, du moins pour développer et grandir, il faut s'allier avec d'autres, partager avec d'autres, donc s'entendre avec d'autres, donc être mégalo pour porter son idée, mais avoir aussi la dose d'abnégation qui fait qu'on va partager avec d'autres. Ça, c'est pas gagné. Alors, avant de conclure, excusez-moi pour ceux qui ne peuvent pas poser leurs questions, mais peut-être qu'ils peuvent essayer d'agripper nos participants à la sortie. J'ai 3 annonces à faire. D'abord,
même si la ministre n'est plus là, tout ce que nous avons dit a été enregistré en audio, et tout ça peut être écouté sur le site du salon dans les prochaines semaines. Et puis je dois vous annoncer aussi que les prochaines conférences sur des sujets annexes, donc secrets de sportifs de haut niveau pour développer un mental de gagnant, pas mal ça, hein, on dirait qu'ils ont pris les cours ici. Demain à 12h en salle Maillot, et secteur porteur et conseil d'experts pour se lancer et réussir en 2015, jeudi 16h30 en salle Maillot. Voilà, alors il me reste à remercier nos 6 panélistes, si on peut dire, enfin en tout cas les 6 entrepreneurs.